Nigeria, un panel de 5 juges a commencé à entendre la contestation judiciaire de la victoire du président Muhammadu Buhari, une contestation lancée par les partis de l'opposition. En Angola, le président João Lourenço a limogé le PDG et une partie de la direction de la compagnie nationale pétrolière Sonangol, des limogeages qui interviennent après plusieurs jours de grave pénurie. Au Bénin, la Banque mondiale a ouvert ses portes au public à Cotonou. Ces journées seront consacrées à la découverte des actions menées par l'institution financière au Bénin. Voilà pour le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Angola, le président João Lourenço a limogé le PDG et une partie de la direction de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Des limogeages qui interviennent après plusieurs jours d'une grave pénurie d'essence qui paralyse le deuxième producteur africain du brut. Reportage. Dans un décret rendu public ce mercredi, le président angolais João Lourenço a annoncé que Carlos Saturnino, l'actuel patron de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, avait été remercié et remplacé par Gaspar Martins, déjà au conseil d'administration de la société. Le décret présidentiel qui écarte également une partie de la direction de la compagnie ne précise pas les motifs de la sanction, mais elle intervient alors que le pays est affecté depuis plusieurs jours par de graves pénuries d'essence. Dans la capitale Luanda, la plupart des stations-service étaient encore assiégées ce jeudi par des centaines d'automobilistes en quête de quelques litres de carburant. Cette pénurie a provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs provinces du pays et fait grimper les prix des carburants à la pompe. Certaines stations-service ont même quadruplé leurs tarifs. Deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne derrière le Nigeria, l'Angola est toutefois obligé d'importer plus des 3/4 de ses produits raffinés, faute de capacité de raffinage suffisante pour le marché local. Lundi dernier, la Sonangol avait attribué ses difficultés d'approvisionnement à un manque de devises étrangères nécessaires pour acheter ses produits importés, ainsi qu'à la forte dette contractée auprès d'elle par les entreprises publiques. L'Angola est régulièrement affectée par des pénuries d'essence, signe de la grave crise économique et financière qu'il traverse depuis la chute du brut en 2014. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a limogé les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes. L'information a été rapportée par un compte rendu du Conseil des ministres rendu public ce jeudi. Les nouveaux gouverneurs sont pour la plupart des administrateurs civils ou des officiers comme leurs prédécesseurs. Reportage. Le compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu ce mercredi soir à Ouagadougou fait état de la nomination de nouveaux gouverneurs dans 5 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. 4 de ces gouverneurs ont été nommés dans le nord, l'est, le Sahel et le centre-nord, des régions en proie à des attaques djihadistes. Les nouveaux gouverneurs sont pour la plupart des administrateurs civils ou des officiers, comme leurs prédécesseurs. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs mois à une explosion des violences attribuées à des groupes djihadistes que les forces de l'ordre semblent impuissantes à enrayer, bien qu'elles assurent régulièrement procéder à des opérations contre ces groupes. Confronté à cette multiplication sans précédent des attaques djihadistes, le Burkina Faso a procédé début février à une vaste réorganisation à la tête de son armée en nommant une série de nouveaux chefs. Dans les régions de l'Est et Centre-Est, un couvre-feu est en cours depuis mars et une opération y a été menée pour déloger les groupes armés terroristes. Attribués principalement aux groupes Ansarul Islam et groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, les attaques ont fait plus de 350 morts depuis qu'elles ont débuté en 2015. Au Soudan, les leaders de la contestation ont accusé les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir à une autorité civile. Faisant part de la violence envers les manifestants, ils ont menacé de lancer un mouvement national de désobéissance civile. La crise semble s'envenimer au Soudan en proie depuis décembre à un mouvement de contestation inédit qui a poussé à la destitution du président Omar el-Béchir par l'armée.
tirant leur force des milliers de manifestants qui campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, les chefs de la contestation réclament désormais un transfert rapide du pouvoir à une autorité civile. Ils accusent le conseil militaire de transition qui a succédé à Béchir de retarder le transfert du pouvoir après plusieurs réunions. En réponse, ils entendent poursuivre les sit-ins et préparer un mouvement de désobéissance civile. Nos outils de surenchère sont la continuation des sit-ins dans différentes villes, l'appel à la désobéissance civile et à la grève. La surenchère n'est pas notre objectif, mais un outil populaire légitime pour atteindre les buts de la révolution qui n'ont pas encore été atteints. Nous avertissons le conseil militaire de l'escalade continue contre les militants et les manifestants qui se rassemblent dans la rue. Les incidents ont été récurrents ces derniers jours, à commencer par les incidents de Niala, capitale de la province de l'État du Darfour du Sud, qui ont conduit malheureusement à la mort de martyrs. Les généraux ont déclaré mardi qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions des contestataires sur la transition, tout en faisant état de beaucoup de réserves sur d'autres. Ils ont soulevé surtout la question de la charia, en estimant qu'elle devait rester la source de la législation. Ils reprochent aux leaders de la contestation de ne pas l'avoir mentionné dans leurs propositions. Selon les contestataires, les généraux ont soulevé des questions non pertinentes, y compris celles de la langue officielle du pays et des sources de la législation. Les deux parties ne s'entendent pas sur la composition du Conseil souverain. Les manifestants exigent qu'il soit dominé et dirigé par des civils, pendant que les généraux insistent pour y garder la main haute. Au Nigeria, un panel de 5 juges a commencé par entendre les contestations judiciaires de la victoire du président Muhammadu Buhari à la dernière élection présidentielle. Une contestation lancée par les partis d'opposition. À l'ouverture des audiences, Zainab Adamou, la présidente de la Cour d'appel du Nigeria, a tenu à rassurer les Nigérians de ce que la Cour d'appel travaillera assidûment, conformément à la Constitution. On écoute. Alors que nous sommes réunis dans cette honorable salle d'audience aujourd'hui, je tiens à profiter de l'occasion pour rassurer les Nigérians et les amis du Nigeria que la Cour d'appel travaillera assidûment, conformément à la Constitution, à la loi et aux meilleures pratiques internationales. Nous avons donc besoin de la coopération maximale de toutes les parties prenantes, en particulier du barreau. Nous nous attendons à ce que la procédure se déroule avec bienséance, avec un sens aigu de responsabilité, du dévouement et du patriotisme dans notre quête d'une décision concernant tous les documents qui nous sont présentés. Un agent congolais de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola a été assassiné dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où l'épidémie a fait déjà plus de 1000 morts. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce jeudi la mort d'un agent de santé congolais. Il faisait partie de l'équipe de riposte contre la fièvre hémorragique Ebola. Il a été assassiné dans l'est de la République démocratique du Congo où l'épidémie a déjà fait plus de 1000 cas de décès. Selon le ministère de la Santé congolais, l'agent de santé a été tué à Vuovi dans des circonstances non encore élucidées. La zone de santé de Vuovi est située dans la province troublée du Nord Kivu. Déjà en février, un infirmier y avait été enlevé puis tué par des hommes armés. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août 2018 dans les provinces Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis, il y a eu 1069 décès, dont 1003 confirmés, 66 probables et 442 personnes guéries, selon les données du ministère de la Santé congolais datées de mercredi. 267 cas suspects sont également
en cours d'investigation. Cette épidémie est la deuxième la plus grave enregistrée après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014, avec plus de 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et principalement au Libéria. Notons que plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre le virus Ebola depuis août 2018. On reste dans le pays où 8 miliciens ont été tués mercredi en attaquant des positions de l'armée dans une ville de l'Est de la République démocratique du Congo. À la suite de cette attaque, les autorités locales ont salué la réaction de l'armée qui a neutralisé les assaillants. Pendant ce temps, la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, parle de suspension de tous les mouvements de personnel des Nations Unies dans cette zone touchée par le virus Ebola de surcroît. C'était lors d'une conférence de presse. La ville de Butembo, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est la cible d'une nouvelle attaque. Une attaque qui complique le travail des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola, vu que Butembo reste l'un des principaux foyers où sévit le virus. C'est vers 5h30 que l'attaque a été lancée et a cessé aux environs de 10h. Selon le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, les assaillants étaient vêtus en civil et équipés d'armes blanches, armes à feu, mais aussi de gris-gris. Les assaillants, de présumés Maï-Maï, ont visé, dit-il, une position militaire dans la partie nord de la ville. Le maire parle d'un groupe très organisé et dit espérer que l'audition d'au moins 2 miliciens capturés permettra d'en savoir davantage sur leur identité et aussi sur leur objectif. Selon le porte-parole de l'armée, au moins 8 assaillants ont été tués et un autre blessé lors de la contre-offensive. Un policier a également trouvé la mort. La société civile sur place a évoqué des affrontements dans plusieurs points stratégiques. Les affrontements auraient cessé vers 10h dans le centre-ville selon les témoins. Mais des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la périphérie de Butembo en milieu de matinée. Au Bénin, la Banque mondiale organise des journées portes ouvertes à Cotonou, la capitale économique du pays. Prévues pour durer 2 jours, elles seront consacrées à faire découvrir au grand public les actions menées par l'institution financière dans le pays. Les images. Le bureau de la Banque mondiale à Cotonou ouvre ses portes pendant 2 jours au grand public les 9 et 10 mai. Des journées portes ouvertes ayant pour objectif principal de faire découvrir au public les actions menées par la Banque mondiale au Bénin et de faire comprendre davantage l'impact des projets qu'elle a financés dans le pays, notamment dans les secteurs de santé, tourisme, eau, protection sociale, environnement, agriculture, emploi des jeunes, nutrition, énergie, développement urbain et local et transport régional. Au cours des dernières années, nous avons accru nos financements pour soutenir 3 domaines d'intervention prioritaires, notamment la transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité, le renforcement du capital humain et le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité face au changement climatique. J'ai donc rejoint mon équipe aujourd'hui pour qu'ensemble, nous ouvrions nos portes au public béninois afin qu'il célèbre avec nous les progrès réalisés dans le cadre des investissements du groupe de la Banque mondiale dans votre pays. Toutefois, nous devons avoir à l'esprit que ce que nous allons découvrir au cours de ces 2 jours ne représente qu'une infime partie de ce dont le Bénin a besoin pour réaliser son développement socio-économique de façon durable. Au cours de ces journées portes ouvertes, les visiteurs pourront également assister à des débats et des discussions animées par des experts dans leurs domaines respectifs pour expliquer au public les 3 thèmes prioritaires autour desquels s'articulent les projets de la Banque mondiale. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA, c'est la fin de cette édition. Agréable journée à chacun et à tous.